Alors, vous avez une définition sur le polycope, une définition précise de enquête. Mais, comme ce que je viens de dire, le mot enquête, c'est pour remplacer un peu collecte de données. Alors, cette définition, c'est quoi une enquête? C'est l'ensemble des opérations de collecte, de traitement, de collecte et de traitement de données relatives à quelques domaines que ce soit. Alors, j'explique un peu mieux cette définition. Alors, lorsqu'on dit enquête, directement, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la collecte des données. Maintenant, les collectes des données relatives à quoi? Supposons, je vous le dis, je veux faire une étude sur le niveau des étudiants de la faculté de droit Agdel. Donc, je fais une collecte de données. C'est une enquête. Mais qui concerne quoi? Qui concerne un domaine bien précis. C'est quoi? C'est le niveau des étudiants de la faculté d'Agdel. Alors, si je vous dis un autre exemple, on fait une enquête sur les dépenses des ménages marocains. Donc là aussi, c'est la collecte des données. Mais sur quoi? Donc c'est un autre domaine. Ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est les dépenses des ménages. Donc ça, c'est ce qu'on appelle enquête. Alors, lorsque vous voulez faire une enquête, ça veut dire que vous voulez collecter des données. C'est-à-dire que vous allez demander ces données à qui? Vous allez demander ces données à peut-être un individu. Alors, c'est ce qu'on appelle une unité. Alors, je vais prendre une autre définition. On appelle l'unité de base. Ou bien on l'appelle aussi unité statistique. Alors, d'où vient le mot unité? Donc, unité, ça vient de 1. Alors, c'est l'élément auquel on s'intéresse, ou bien l'élément pris en considération dans l'enquête. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je fais une enquête, c'est-à-dire je collecte des informations sur les étudiants inscrits à la faculté de droit à l'UDEL. Donc, pour avoir cette information, je vais poser la question à qui? Je vais poser la question à un étudiant inscrit à la faculté de droit à l'UDEL. Donc, un étudiant inscrit à la faculté de droit à l'UDEL, on va l'appeler unité d'échantillonnage, ou bien unité de sondage, ou bien unité de base. Je prends un autre exemple. On fait une enquête sur la prévalence de la violence auprès des femmes marocaines. La violence sur les femmes marocaines. Alors, je vais poser des questions à qui? Je vais poser des questions à une femme marocaine. Donc, l'unité de base ou bien l'unité de sondage, c'est une femme marocaine. Un autre exemple, je fais une étude sur les personnes âgées au Maroc. Alors, je vais poser la question à qui? À une personne âgée au Maroc. Donc, c'est quoi l'unité? C'est une personne âgée au Maroc. Ça, c'est l'unité. Maintenant, après l'unité, toutes les personnes âgées au Maroc. Donc, on a dit l'unité, c'est une personne. Mais toutes les personnes âgées au Maroc, c'est ce qu'on va appeler population. Donc, finalement, c'est quoi la population? La population, c'est tout simplement l'ensemble des unités statistiques. Donc, on définit l'unité statistique et pour définir la population, c'est tout simplement l'ensemble. Donc, la population, c'est l'ensemble des unités statistiques. Alors, je fais une étude sur les dépenses des ménages marocains. C'est quoi l'unité statistique? L'unité statistique, c'est un ménage marocain. C'est quoi la population? C'est l'ensemble de tous les ménages marocains. Donc, lorsqu'on fait une enquête, on s'intéresse toujours à une population. C'est ça, l'enquête. Enquête, c'est collecter des données relatives à une population. Maintenant, pour faire la collecte auprès de cette population, il faut demander à qui?
il faut demander à toutes les unités de la population. Alors, lorsqu'on demande à toutes les unités de la population, ça veut dire qu'on a fait une enquête complète. On a demandé à tout le monde. On a fait une enquête complète. Alors, au lieu de dire enquête complète, c'est ce qu'on appelle un recensement. Donc, c'est ce qu'on appelle un recensement. En arabe, l'ihsa. Donc, c'est quoi un recensement? Vous savez déjà, on a dit, un recensement, c'est une enquête. C'est-à-dire collecter des données. Mais c'est une enquête complète, c'est-à-dire collecter des données auprès de toutes les unités de la population, sans exception. C'est pour ça qu'on dit c'est un recensement. Bien sûr, quel est l'avantage de faire un recensement? C'est que vous aurez la réalité de la population. Ça veut dire les résultats sont exacts. Mais il y a un problème avec le recensement. C'est un peu compliqué parce que ça prend beaucoup de temps et c'est coûteux. Donc, par exemple, au Maroc, un recensement sur la population, c'est ce qu'on appelle le recensement général de la population et de l'habitat, c'est une grande opération qui prend beaucoup de temps. Et ça coûte. Alors, ce recensement, vous savez, au Maroc, on le fait chaque 10 ans. Donc, chaque 10 ans, on fait un recensement. On ne peut pas le faire chaque année. Oui, mais entre les 10 ans, on a besoin de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On ne va pas aller vers toute la population. Donc, collecter des données, c'est enquête, mais pas auprès de toutes les unités de la population, mais juste une partie des unités de la population. Alors, c'est ce qu'on appelle un sondage. Donc, lorsqu'on fait, c'est quoi le sondage? C'est toujours l'enquête. C'est-à-dire, c'est toujours la collecte des données, mais pas toute la population. C'est juste une partie de la population. C'est pour ça qu'on dit que c'est une enquête partielle, c'est une enquête incomplète, ou bien c'est une enquête par échantillonnage. Alors, c'est une enquête au cours de laquelle seulement une partie des unités de base de la population sont observées. Alors, le sondage, c'est la pratique la plus courante. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de faire un sondage que de faire un recensement. Parce que le sondage, il est plus rapide. Le recensement, ça prend beaucoup de temps. Le sondage, il est moins coûteux parce qu'on ne va pas vers toute la population. Par contre, le recensement, c'est plus coûteux parce qu'il faut aller vers toute la population. Donc, j'ai dit la pratique la plus courante, c'est le sondage. Oui, mais le sondage, on ne va pas aller vers toute la population, on va enquêter une partie de la population. Alors, cette partie de la population, au lieu de dire partie de la population, il a un nom. Alors, la partie de la population qu'on va enquêter au cours d'un sondage, c'est ce qu'on appelle échantillon. Donc, vous avez la population, c'est l'ensemble de toutes les unités de base. Et l'échantillon, c'est un ensemble, mais pas toutes les unités de base. C'est juste une partie des unités de base. Quelle partie? La partie sélectionnée pour l'enquête. C'est pour ça que la définition, l'échantillon, ensemble des unités de base, sélectionnées est réellement observé au cours d'un sondage. Attention, pourquoi j'ai ajouté au cours d'un sondage? S'il n'y a pas de sondage, il n'y a pas d'échantillon. Si on fait un recensement, il n'y a pas d'échantillon. Si on fait un recensement, c'est toute la population. Lorsqu'on parle de sondage, alors à ce moment-là, il faut parler d'échantillon. Alors cet échantillon, il faut le sélectionner. La définition, ensemble des unités de base, sélectionner. Alors pour sélectionner un échantillon, il y a des techniques. Il y a un ensemble d'opérations. Je donne un exemple. Si vous voulez choisir un étudiant parmi vous, vous pouvez faire ce qu'on appelle le tirage au sort. Alors, le tirage au sort, on prend des bouts de papier, on écrit les noms sur les bouts de papier, on plie les papiers de la même façon pour ne pas avoir une indication, on mélange les papiers, etc. Alors, toute cette opération, c'est pour arriver à sélectionner un échantillon. Alors, cette opération, ou bien les opérations
qui consiste à sélectionner les unités de base qui vont constituer l'échantillon, c'est ce qu'on appelle échantillonnage. Alors, c'est quoi l'échantillonnage? Je relis la définition. C'est l'ensemble des opérations qui permettent de sélectionner de façon organisée les éléments de l'échantillon, il y a les unités de l'échantillon. C'est-à-dire, lorsque je suis en train de sélectionner, c'est l'échantillonnage. Mais lorsque je termine l'échantillonnage, je vais obtenir l'échantillon. L'échantillon, c'est le résultat de l'échantillonnage. Donc, les étudiants, l'ensemble qui consiste à sélectionner des étudiants, parmi les étudiants de la faculté, par exemple, c'est l'échantillonnage. Lorsque je termine et je sélectionne, par exemple, 50 étudiants, les 50 étudiants sélectionnés, ou bien choisis, formeront ce qu'on appelait l'échantillon. Donc, vous remarquez, le vocabulaire, c'est dans l'ordre. Collecter des données, c'est l'enquête. Il faut demander à qui? C'est l'unité de base. Toutes les unités de base, c'est qui? C'est la population. Si je demande à toute la population, c'est le recensement. Si je demande à une partie de la population, c'est le sondage. Sélectionner cette partie de la population, c'est l'échantillonnage. Le résultat de la sélection, les unités sélectionnées, ils forment l'échantillon. Oui, mais pour sélectionner, c'est-à-dire pour réaliser mon échantillonnage. Par exemple, si je prends les étudiants ici présents, qui sont connectés maintenant. Alors, je vois qu'il y a 72 participants. Si je veux choisir un échantillon de 10 étudiants parmi vous, normalement, je dois choisir parmi ces 72. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la liste de tous ces 72 participants. La liste que je vois devant moi, c'est bon? J'ai les noms et les prénoms de tous les étudiants connectés. C'est cette liste. Alors, cette liste, je pense qu'elle est complète, parce que ma population, c'est les étudiants connectés, et il n'y a pas un étudiant qui est répété. Chaque étudiant, son nom y figure une seule fois. Donc, c'est quoi cette liste? C'est une liste complète et sans répétition de tous les étudiants connectés. Alors, cette liste, c'est ce qu'on appelle la base de sondage. Base de sondage. Donc, voici un autre vocabulaire. Donc, finalement, c'est quoi la base de sondage? C'est la liste complète et sans répétition. De quoi? De toutes les unités de base. Alors, c'est très important ici. Pourquoi je dis liste? Alors, il y a une différence entre la base de sondage et la population. C'est quoi la population? Ce sont les étudiants. C'est quoi la base de sondage? C'est leur liste. Alors, je fais une étude auprès des étudiants de la faculté de droit à Abdel. C'est quoi l'unité statistique? C'est tout étudiant inscrit à la faculté de droit à Abdel. C'est quoi la population? C'est tous les étudiants inscrits à la faculté de droit Rabat Agdel. C'est quoi la base de sondage? Je vais m'adresser à l'administration et je vais leur dire, s'il vous plaît, j'ai besoin de la liste complète et sans répétition de tous les étudiants inscrits à la faculté de droit Agdel. Ils vont me donner cette liste. Alors cette liste, ce n'est pas les étudiants, c'est leur liste. Donc cette liste, c'est la base de sondage. Donc, la base de sondage, pourquoi on l'appelle base de sondage? Parce qu'on va se baser sur cette liste pour sélectionner les unités qui vont constituer l'échantillon. Donc voilà, j'ai mon échantillon. Alors cet échantillon, je vais demander des informations, je vais collecter les données et j'aurai des résultats. La question qui se pose, les résultats obtenus, est-ce que c'est la réalité de la population? Ce qui est sûr,
c'est que le résultat obtenu, c'est la réalité de l'échantillon. Est-ce que c'est la réalité de la population? Pas forcément. Donc, il peut y avoir un écart entre les résultats obtenus auprès de l'échantillon et la réalité de la population. La réalité de la population, c'est-à-dire, c'est ce que nous apprendrait un recensement. Si on avait fait un recensement. Alors, si on avait fait un recensement, on aura la réalité de la population. Nous, on n'a pas fait un recensement, on a fait un sondage, donc on aura les résultats obtenus auprès de l'échantillon. Il peut y avoir un écart entre les deux. Alors, cet écart, c'est ce qu'on appelle une erreur. C'est une erreur. Mais, ce n'est pas de notre faute. Lorsque je dis j'ai commis une erreur, peut-être c'est de ma faute. Par exemple, je prends la calculatrice pour calculer la moyenne de 10 valeurs et je me trompe. Le résultat exact, c'est 14. Moi, j'ai trouvé 12. J'ai fait une erreur de 2. Mais cette erreur, c'est de ma faute. Par contre, nous, on a choisi un échantillon aléatoire, par hasard. Cet échantillon nous a donné un résultat qui est différent de la réalité. Ce n'est pas de notre faute. Cette erreur, elle provient d'où? Cette erreur, il provient de l'échantillonnage. C'est pour ça qu'on ne dit pas erreur tout court, mais il faut dire erreur d'échantillonnage. Et enfin, le dernier vocabulaire, c'est ce qu'on appelle la fraction de sondage. Alors, la fraction de sondage, comme son nom l'indique, on dit fraction de sondage ou taux de sondage. Donc, fraction, ça veut dire c'est une partie, et taux, ça veut dire c'est une proportion. Le taux, c'est une proportion. Alors, par exemple, vous êtes 400, supposons que vous êtes 400 étudiants, et je choisis un échantillon de 100 étudiants. Alors, j'ai choisi combien d'étudiants? Vous allez me dire 100. Parmi combien? Parmi 400. Ça représente quel pourcentage? 100 sur 400. Ça fait 75%. Donc, mon échantillon, je peux dire mon échantillon est de 100 étudiants, ou bien je dis mon échantillon est de 25% des étudiants. J'ai dit 100 sur 400, c'est 25%. Donc, c'est quoi la fraction de sondage? C'est la taille de l'échantillon sur la taille de la population. Alors, dorénavant, la taille de l'échantillon, on va la noter petit n. Durant tout ce cours, la taille de l'échantillon sera petit n. Et la taille de la population, on va la noter grand N. Alors, la fraction de sondage, on peut noter F pour fraction, est égale à petit n sur grand N. Fois 100, parce qu'il s'agit d'une proportion. Donc voilà ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit, avant de commencer le contenu du chapitre théorie d'échantillonnage, je préfère définir et mettre au point un certain nombre de vocabulaires parce que c'est très important. Maintenant, dans la suite du cours, lorsqu'on parle d'erreur d'échantillonnage, vous comprenez ce que ça veut dire. Lorsqu'on parle de base de sondage, vous savez de quoi il s'agit, et ainsi de suite. Alors maintenant, après le vocabulaire, quel est le plan de ce chapitre, théorie d'échantillonnage? Alors, le plan. Alors, supposons, je pose la question, je demande à votre responsable de classe. Je lui pose une question. Alors, votre responsable de classe, je pense que vous êtes la section A, c'est bon, c'est Zineb El-Amri qui est responsable de la déléguée de votre classe. Je lui pose une question. Je lui dis, écoutez, j'ai besoin d'un échantillon d'étudiants de votre section. Alors, il faut me choisir un échantillon d'étudiants de votre section. Lorsque je lui pose cette question, il va me poser une question. À votre avis, laquelle? Que quelqu'un peut répondre. Je dis, j'ai besoin d'un échantillon d'étudiants parmi les étudiants de votre section, la section A.
qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il va commencer directement à choisir des étudiants? Oui. Est-ce qu'il va directement commencer à choisir des étudiants? Oui. Monsieur, il va vous poser la question Non, monsieur. sur quels critères? Non, avant. Il peut poser cette question. Mais la question est différente. Oui, Combien de filles et de garçons? exactement. Alors, lorsqu'il entend le mot échantillon, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre qu'il ne peut pas prendre tous les étudiants. Alors, la question qui se pose, c'est combien choisir d'étudiants? C'est-à-dire combien choisir d'unités statistiques? Alors, c'est une question très importante. Alors, combien choisir? C'est ce qu'on appelle taille de l'échantillon. Ça va être le grand M. La taille de l'échantillon. Donc, bien sûr, elle ne doit pas décider d'elle-même. Ce n'est pas elle qui va décider combien choisir. Il va me dire, monsieur, je dois choisir combien d'étudiants. Alors, il y a des règles à appliquer pour calculer la taille de l'échantillon. Alors, j'ai appliqué ces règles. Supposons j'ai trouvé 20. Il m'a posé, je lui demande, j'ai besoin d'un échantillon d'étudiants de votre section. Il me dit, d'accord monsieur, mais vous voulez combien d'étudiants? Je réponds, je lui dis, j'ai besoin de 20 étudiants. Il va me poser une autre question. Laquelle? Quel critère? Quel critère? Oui, il n'y a pas que quel critère. Il va me dire, oui monsieur, comment je vais choisir ces étudiants? Donc c'est moi qui va lui donner comment. Alors ça c'est ce qu'on appelle les méthodes d'échantillonnage. Méthode d'échantillonnage. Alors qu'est-ce que ça veut dire méthode d'échantillonnage? C'est-à-dire pas combien, mais comment choisir les unités statistiques. Alors, il y a le combien, il y a le comment. Alors, il y a un troisième point qu'on va étudier dans ce chapitre. Alors, votre responsable, je lui ai dit, j'ai besoin de 20 étudiants, et voici comment il va les choisir. Comment les choisir? Donc, il va choisir 20 étudiants. On va leur poser un certain nombre de questions. On leur demande des informations. On aura des résultats. Maintenant, je demande à un autre étudiant parmi vous le même travail. Je lui dis, s'il vous plaît, choisissez 20 étudiants parmi les étudiants de votre section et donnez-moi les informations suivantes. Alors, est-ce qu'il va tomber sur les mêmes 20 étudiants du premier échantillon? Si on répète l'opération, est-ce qu'on aura les mêmes 20 étudiants? Pas forcément. Exactement, pas forcément. Donc, si on ne tombe pas sur les mêmes 20, peut-être on aura d'autres résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les résultats peuvent changer en fonction de l'échantillonnage. Je change l'échantillon, les résultats peuvent changer. Alors, ça veut dire que les résultats sont variables Selon l'échantillon. selon l'échantillon. Donc, mais vous avez déjà étudié variables statistiques, et on parle de distribution de fréquence. Vous avez vu la variable aléatoire et on parle de distribution de probabilité. Ici, les résultats sont aussi variables, mais à cause de quoi? Ils sont variables à cause de quoi? En fonction de l'échantillonnage. Donc, on va dire distribution, échantillonnage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire distribution d'échantillonnage? Ça veut dire comment varient les résultats en fonction de l'échantillon. Pourquoi ça varie? Si je change l'échantillon, les résultats vont changer. Et donc, voici
les 3 questions auxquelles on doit répondre dans ce chapitre. Alors, vous remarquez dans ma présentation, j'essaie toujours de vous donner un peu le squelette. Ce squelette, vous devez toujours l'avoir en tête. Et après, on va faire le remplissage. Ça va vous aider pour résoudre n'importe quel exercice. Supposons à l'examen, vous avez un exercice. Vous lisez l'exercice. La première chose que vous allez dire, je suis dans quelle partie du cours? Échantillonnage ou estimation ou test statistique. D'après les données de l'exercice, supposons c'est l'échantillonnage. Maintenant, dans l'échantillonnage, vous allez dire, c'est quelle partie de l'échantillonnage? Est-ce que c'est la taille de l'échantillon? Est-ce que c'est les méthodes d'échantillonnage? Est-ce que distribution d'échantillonnage? Supposons c'est la taille de l'échantillon. Maintenant, vous allez appliquer le cours sur la taille d'échantillon. C'est ce que je vais vous montrer maintenant pour la taille d'échantillon. C'est ce que j'appelle un peu le remplissage. Alors, lorsqu'on va finir le cours, vous devez avoir tout ce squelette de cours. 3 grands chapitres, échantillonnage, estimation, test statistique. Dans l'échantillonnage, 3 blocs, la taille d'échantillon, méthode d'échantillonnage et distribution d'échantillonnage. Alors, je vais démarrer avec la taille d'échantillon. Sachant que vous savez déjà c'est quoi la taille de l'échantillon et quel est le but de cette partie. Alors, le but de cette partie, c'est de calculer combien d'unités statistiques choisir dans l'échantillon. Alors, ici, on aura des formules. Mais, attention, nous, on n'est pas dans un cours de maths, bien qu'on aura beaucoup de formules et des calculs. Mais ce n'est pas de maths. La statistique, c'est des logiques, avant d'être des formules. C'est des logiques qui seront traduites sous forme de formules et d'écriture mathématique. Alors, la taille de l'échantillon, pourquoi on choisit un échantillon? C'est pour faire une enquête. Et pourquoi on fait une enquête? C'est pour collecter des données sur une population. Et qu'est-ce qu'on cherche à partir de ces données? Je cherche la réalité. Je veux des données fiables. Oui, mais si je veux des données fiables, il faut prendre toute la population, c'est-à-dire c'est le recensement. Je ne peux pas, c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce que je fais? Je choisis un échantillon. Alors, je me pose la question, quelle est la taille d'échantillon qui va me donner des résultats fiables? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va me donner des résultats fiables? C'est-à-dire qu'il va, la taille d'échantillon qui va m'approcher de la réalité. Donc, pour répondre à cette question, il y a 3 facteurs. Donc, la taille de l'échantillon dépend de 3 facteurs. Alors, quels sont ces facteurs? Alors, le premier facteur, avant de le nommer, je vais écrire une logique. Alors, c'est quoi la logique? Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la réalité de la population. On est d'accord? C'est ce qu'on cherche. On veut des données fiables. Oui, mais nous, on n'a pas pris toute la population. Nous, on a des résultats de l'échantillon, pas de toute la population. Est-ce que les résultats obtenus auprès de l'échantillon, c'est exactement la réalité de la population? La réponse est non. Qu'est-ce que ça, c'est non? C'est-à-dire qu'il y a un écart entre les deux. Il y a un écart entre les résultats obtenus et la réalité. Comment on appelle cet écart? On l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est un écart, donc c'est une marge. Marge parce que c'est une différence. C'est une marge. Mais ça s'appelle aussi erreur. Donc, c'est une marge d'erreur. L'écart entre la réalité et ce qu'on a obtenu, c'est un écart. Donc, c'est une erreur. C'est comme à l'examen. Le résultat exact, c'est 14.
vous avez fait l'exercice, vous avez trouvé 12. Donc il y a un écart entre le résultat exact qui est 14 et entre ce que vous avez, vous, obtenu, c'est-à-dire 12. Il y a un écart de 2, qu'est-ce que vous allez dire? Je vais vous dire, écoutez, vous avez fait une erreur. Alors, est-ce que vous voulez faire une erreur? Est-ce que quelqu'un veut avoir une erreur? Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire je ne vais pas avoir une erreur? Ça veut dire que je vais avoir une marge d'erreur égale 0. Oui, mais pour avoir une marge d'erreur égale 0, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les résultats de l'échantillon soient égaux à la réalité de la population. Ça veut dire qu'il faut que l'échantillon soit exactement la population. Ça veut dire la taille de l'échantillon doit être égale à la taille de la population. On a dit, c'est compliqué. Donc, puisque je ne peux pas avoir une marge d'erreur égale 0, ça veut dire je suis forcé d'accepter une marge d'erreur. Je serai forcé de tolérer une marge d'erreur, malgré moi, parce que je ne peux pas avoir une marge d'erreur égale à 0. Si je vous pose une question, est-ce que vous voulez avoir une marge d'erreur grande ou bien petite? Qu'est-ce que vous allez répondre? Petite. Petite. Un exemple en pourcent de combien? 40%, 60%, 1%, 2%, 80%, à votre avis? 5%. Donc une marge d'erreur petite, 5%, 4%, etc. C'est-à-dire, si vous me dites, je veux une marge d'erreur de 5%, je vais faire mes calculs pour avoir une marge d'erreur, pas de 5%, 3%, 2%, 4%. C'est-à-dire que la marge d'erreur ne doit pas dépasser les 5% que vous avez fixés. Mais les 5% que vous avez fixés, c'est une marge d'erreur petite. Donc, pour faire pour la notation, alors pour la notation, on a choisi epsilon. Vous avez compris pourquoi? Parce que epsilon en mathématiques, ça désigne quelque chose de petit. Donc, si je vous dis, c'est quoi epsilon? Epsilon, c'est la marge d'erreur tolérée. C'est-à-dire, c'est le maximum que vous voulez accepter. Donc, c'est ce qu'on appelle epsilon. Maintenant, si quelqu'un me dit epsilon égale 0, quelle sera la taille de la population? Quelle sera la taille de l'échantillon? Quelqu'un me dit, je veux une marge d'erreur tolérée égale 0. Quelle sera la taille de l'échantillon? À votre avis? Quelqu'un qui veut une marge d'erreur égale 0. La taille d'échantillon va être égale à la taille de la population. Exactement. Maintenant, plus la marge d'erreur tolérée est petite, plus elle est petite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un grand échantillon ou bien un petit échantillon? Un petit échantillon. Un petit? Oui. Par rapport à la population. Non, mais regardez. J'ai dit plus la marge d'erreur est petite. Qu'est-ce que ça veut dire la marge d'erreur est petite? Ça veut dire je dois m'approcher de la réalité. Regardez la formule. Oui. Ça veut dire que l'échantillon doit s'approcher de la population. Oui. La marge d'erreur est petite, petite, jusqu'à arriver à 0. Vous m'avez dit la taille de l'échantillon doit être égale à la taille de la population. Donc plus la marge d'erreur est petite, plus la taille de l'échantillon est grande. Monsieur, le résultat toujours négatif. Non, pourquoi négatif? Non. Moi, je ne parle pas du résultat. Donc, ce que je vais mettre ici, voilà, pour que ça soit plus correct, et je vais mettre la valeur absolue. On est d'accord? D'accord. Je vais mettre la valeur absolue. Alors, le résultat exact, c'est 14. Vous avez trouvé 12. Vous avez fait une erreur de 2. Quelqu'un d'autre a trouvé 16. Et ici, il a fait une erreur de 2. Alors, je récapitule. Plus la marge d'erreur tolérée est petite, plus la taille d'échantillon est grande. Alors maintenant,
Lorsque vous me dites « je ne veux pas dépasser epsilon », je ne suis pas sûr que la marge d'erreur ne va pas dépasser epsilon. Je ne suis pas sûr. Alors, lorsqu'on n'est pas sûr de quelque chose, c'est quelle notion? Quelque chose qui est incertaine. Elle n'est pas certaine, elle est incertaine. Qu'est-ce qu'on dit? Variable. Il est Variable. Probabilité. la probabilité, il est probable. C'est incertaine. Donc, il est probable. Probabilité, monsieur. Donc, c'est une probabilité. Donc, lorsque j'ajoute P, la probabilité que le résultat de l'échantillon, moi, la réalité de la population, c'est inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est une probabilité. Vous savez, la probabilité, elle varie entre 0 et 1. Alors, cette probabilité, pour vous, c'est une chance ou bien un risque? C'est une chance ou bien un risque? Un risque. Alors, je donne un autre exemple. Alors, vous étudiez en S3. Est-ce que vous allez réussir? Vous allez me dire, j'espère, Inch'Allah. Ça veut dire c'est incertain. Alors, pour vous, réussir, c'est une chance ou bien un risque? Une chance. Chance. C'est une chance. Alors, regardez ici. Une marge d'erreur petite, c'est s'éloigner ou bien s'approcher de la population, de la réalité? S'approcher. S'approcher de la réalité. Alors, vous voulez s'approcher de la réalité ou bien vous éloigner de la réalité? S'approcher de la réalité. Donc, finalement, cette probabilité, c'est un risque ou bien une chance? C'est une chance. C'est une chance. Une chance. La C'est une chance chance. de s'approcher. Donc, regardez, s'il vous plaît, essayez de bien suivre la logique. Je peux gagner beaucoup de temps et vous donner directement les formules. Mais ce n'est pas ce que je souhaite. Parce que, comme ce que je vous ai dit, les formules, c'est une traduction de certaines logiques. Il faut comprendre la logique qui est derrière les formules. Donc, c'est une chance de s'approcher de la réalité. Donc, cette probabilité est une chance. Et puisque c'est une chance, et on sait que la probabilité va entre 0 et 1, vous voulez que cette probabilité soit proche de 1 ou bien de 0? De 0. De 0. Proche de 1. De 1. Alors, vous avez un Non, de problème? 1, monsieur. Alors, vous voulez 0% de chance pour réussir ou bien vous voulez 100% de chance pour réussir? Bien sûr, la chance, pour réussir, proche de 1. Proche de 1. Mais attention, proche de 1. Mais il ne peut pas être égal à 1. Il est proche de 1. Mais il ne peut pas être égal à 1. Parce que si c'est égal à 1, ce n'est plus une probabilité. Une probabilité, c'est parce que c'est incertain. Donc, c'est 1 moins quelque chose. Ce n'est pas exactement 1, mais c'est 1 moins quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est ce qu'on note alpha. Donc, le 1 moins alpha, pas le alpha, le 1 moins alpha, on a dit c'est une chance. Alors, puisque c'est une chance, c'est ce qu'on note, 1 moins alpha, mais c'est ce qu'on appelle le degré de confiance. Degré de confiance. La confiance, je suis sûr, je suis confiant, donc c'est une chance, le degré de confiance. Vous avez compris pourquoi on l'appelle le degré de confiance, parce que c'est une chance, c'est la chance de s'approcher de la réalité. Alors, si vous avez 90% de chance de réussir, l'échec, échouer, est-ce que c'est une chance? Non, c'est un risque. Non. C'est un risque. Donc, si vous avez 90% de chance, vous avez combien de risques? 10%. 10%. Donc, ça veut dire ici, c'est quoi alpha? Le risque. Pas alpha. Le risque. Donc, c'est le risque. Donc, alpha, c'est ce qu'on va appeler risque d'erreur. Le risque.
Exactement. Risque d'erreur. Alors, ce risque d'erreur, est-ce que j'ai besoin de vous donner le degré de confiance et le risque d'erreur? Je n'ai pas besoin de vous donner les deux. Si je vous dis 90% de confiance, vous-même, vous allez déduire que le risque est de 10%. 10%. Si je vous dis un risque d'erreur de 5%, vous allez déduire que le degré de confiance est 95%. Donc, c'est quoi le risque d'erreur? Est-ce que c'est cette probabilité? Non. Le risque d'erreur, c'est pas cette probabilité. C'est pas la probabilité d'être inférieur, mais c'est supérieur. Bon? Ça, le risque. C'est ça qui est 1 moins alpha. Maintenant, est-ce que le alpha fait la chance de s'approcher? Non. Alpha, c'est le risque. Quel risque? De s'éloigner de la réalité de la population. Le risque de s'éloigner de la réalité. Alors, finalement, pour calculer la taille de l'échantillon, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? On a dit de 3 facteurs. Alors, le premier facteur, j'ai besoin du degré. Pardon, j'ai besoin, d'accord, dans l'ordre, marge d'erreur tolérée et degré de confiance. Confiance. Voilà. Alors, sur le degré de confiance, je vais mettre ici où? Risque d'erreur. C'est la même chose. Soit vous me donnez le risque, soit le degré de confiance. Voici le premier élément. Alors, maintenant, dans quel sens? Le sens. Je viens de donner le sens. Plus la marge d'erreur tolérée est petite, plus la taille d'échantillon est grande. Plus le degré de confiance est grand. Plus la taille d'échantillon est comment? Petite. Grand. Alors, oui, petite ou grande? Grand. Petite. Grande. Alors, c'est quoi le degré de confiance? Je répète, c'est la chance. La chance de quoi? De s'approcher de la réalité. Si vous voulez beaucoup de chance, il faut que la taille de l'échantillon soit grande, s'approche de la population. Voilà. La taille de l'échantillon s'approche de la taille de la population. Alors, plus le risque d'erreur. Le risque d'erreur, c'est alpha. Et petit. Vous voulez une marge d'erreur petite. Qu'est-ce que ça veut dire une marge d'erreur petite? Ça veut dire s'approcher de la réalité. C'est ça une marge d'erreur petite. C'est quoi une marge d'erreur grande? Une marge d'erreur grande, c'est s'éloigner de la réalité. Donc on veut une marge d'erreur petite. Alors dans ce cas, la taille d'échantillon doit être grande ou petite? Petite, monsieur. Grande. Grande. Donc voilà, j'ai pris la marge d'erreur. Pourquoi la définition soit grande? Alors, c'est quoi le risque d'erreur petit? Plus le risque d'erreur est petit. C'est quoi le risque d'erreur est petit? C'est que C'est le degré. qu'elle soit proche de la réalité. Alors, vous voulez que les résultats de l'échantillon soient proches de la réalité. Donc, il faut que votre échantillon soit proche de la population ou loin? Proche de la population. Proche de la population. Donc, la taille de l'échantillon doit être proche de la taille de la population. C'est-à-dire la taille de l'échantillon doit augmenter. Il doit être grand. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, voilà pour Oui, monsieur. le premier facteur. J'ai dit il y a 3 facteurs. J'ai terminé le premier facteur. La marge d'erreur tolérée et le degré de confiance. Maintenant,
je passe au deuxième facteur. C'est la normalité de la population. Alors, je vais dire ce qu'on a fait la semaine dernière, loi normale. Vous vous rappelez de la loi normale. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire la normalité et que vient faire la normalité dans le calcul de la taille d'échantillon. Alors, je donne un exemple tout d'abord pour bien exprimer ce que ça veut dire la loi normale. Alors, la loi normale que je vous ai rappelée la semaine dernière en termes de formules, de tables statistiques, de calcul, moyenne, écart type, mais logiquement, sur le plan de la logique, c'est quoi la loi normale? Je donne un exemple très simple. Je demande à un étudiant parmi vous, je lui pose une question toute simple. Pour aller de votre domicile à la faculté, vous faites combien de temps? Donc c'est des minutes. Alors il va répondre, il va me dire, oui monsieur, ça c'est variable. Je vais lui dire, d'habitude, vous faites combien de temps? Il me dit, d'habitude, je fais 30 minutes. Mais est-ce que c'est chaque jour 30 minutes exactes? Non. Il va me dire, d'habitude, je fais 30 minutes, plus ou moins 5 minutes. Alors moi, exprès, j'ai dit le mot d'habitude. Mais en fait, au lieu de dire d'habitude, c'est quoi d'habitude? Ça veut dire normalement. Je fais en moyenne 30 minutes. Mais est-ce que c'est toujours 30 minutes? Non, plus ou moins 5 minutes. Donc, normalement, 5 minutes, c'est quoi? C'est l'écart. C'est l'écart par rapport à la moyenne. Donc, c'est un peu l'écart type. Je vous ai dit, la loi normale dépend de la moyenne et de l'écart type. Maintenant, un jour, il a fait 33 minutes. Est-ce que je vais lui dire, vous êtes en retard? Non. Non, c'est tout à fait normal. 33 minutes, c'est normal. Je ne vais même pas lui poser de questions. Un jour, il a fait 50 minutes. Je serais surpris. Je vais lui dire, mais pourquoi vous êtes en retard? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je pose cette question? Parce que je sais qu'il y a d'un normal. Il est dépassé les 5 minutes. Alors il va me dire, oui, monsieur, c'est parce qu'en route, il y avait un accident et la route était bloquée et ils ont mis du temps pour débloquer la route. Ça veut dire, il m'a donné quelque chose d'anormal. Qu'est-ce que ça veut dire anormal? L'accident qui est anormal. Pourquoi il est anormal? Parce que c'est pas quelque chose qui se reproduit chaque jour. C'est quelque chose qui ne ressemble pas aux autres jours. Alors, vous avez compris, c'est quoi anormal? Anormal, ça veut dire on ne ressemble pas à l'ensemble. Faites attention, lorsque je dis anormal, ce n'est pas le sens anormal, c'est-à-dire non. Ça veut dire, je donne un exemple un peu qui peut faire rire, c'est lorsque vous avez dans un hôpital de malades mentaux, des personnes malades mentaux. Vous avez dans cet hôpital, vous avez une personne qui n'est pas malade, qui est avec ces malades mentaux. Alors, qui est la personne qui est anormale? Ce ne sont pas les malades, c'est la personne raisonnable. Parce que ma population, c'est les malades mentaux. Si j'ai dans cette population quelqu'un qui n'est pas malade, donc ce qui est anormal, c'est raisonnable. Bien sûr, ça peut paraître un peu parce que dans la vie, on va dire c'est le malade qui est anormal. Au fait, non. Statistiquement, donc l'anormal, c'est pas le malade. C'est parce que la personne qui est raisonnable, il ne ressemble pas aux autres. Alors, pour ne pas dire anormal, on dit données aberrantes. Alors, les données qui ne ressemblent pas aux autres données, au lieu de dire données anormales, on dit données aberrantes. Maintenant, je reviens vers l'échantillonnage et on peut se dire, mais que vient faire
la normalité dans l'échantillonnage. Alors, je donne un exemple. Je veux collecter des données sur le niveau des étudiants, c'est-à-dire les notes. Alors, supposons j'ai une population dans laquelle les notes varient entre 16 et 18. Voilà, pour être optimiste, c'est un très bon niveau. Bien sûr, c'est pas, il y a beaucoup de 16, des 16,5, des 17, des 17,5, des 18, donc il y a beaucoup de notes. À l'exception d'un seul étudiant. Il y a une note de 0. Voilà, il y a une note de 0. Alors, regardez la phrase que je vous ai donnée. Alors, supposons que j'ai cette population et quelqu'un me pose la question. Comment varient les notes? Je peux répondre et lui dire, les notes varient entre 0 et 18. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est vrai. Parce que les notes varient entre 0 et 18. Donc, en fait, je ne lui ai pas menti. Je lui ai donné la réalité. Mais en même temps, je lui ai menti. Donc, j'ai dit la réalité et j'ai menti en même temps. Pourquoi? J'ai dit la réalité parce qu'effectivement, les notes varient entre 0 et 18. Mais qu'est-ce que vous risquez de croire? Vous risquez de croire qu'il y a des 0, il y a des 1, il y a des 2, il y a des 3, il y a des 5, il y a des 8, alors que ce n'est pas vrai. Alors, si je veux lui donner la réalité, je veux lui dire, les notes varient entre 16 et 18, à l'exception d'un seul étudiant qui a une note de 0. Pourquoi je dois dire ça? Parce que c'est ça la réalité, c'est ça ce qui est fiable. Pourquoi? Parce que la note de 0 est une note, comment? Aberrante. Pour ne pas dire anormale. Maintenant, s'il y avait beaucoup de 0, beaucoup de 1, des 3, des 5, etc., dans ce cas, le 0 va être une note normale. Alors, vous avez compris ce que ça veut dire aberrante. Alors maintenant, dans cette population, je choisis un échantillon. Alors, imaginez, je prends un échantillon de taille 1, un seul étudiant. Alors, je vais tomber sur quelle note? Je ne sais pas, c'est aléatoire. Mais je peux tomber sur la note de 0. C'est possible. La note de 0. Malheureusement, je suis tombé sur la note de 0. Supposons que la note, c'est 0. Est-ce que ça reflète la réalité des étudiants, du niveau des étudiants? Bien sûr, non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire non? On est loin de la réalité. Ça veut dire que ce 0 va nous induire en erreur. On va croire que le niveau des étudiants est nul. Ce qui n'est pas vrai. Alors, supposons, je prends un échantillon de taille 2. Et malheureusement, j'ai eu comme note, j'ai eu 0, c'est possible. Et j'ai une deuxième note, par exemple 16. Alors, j'aurai une moyenne de combien? 0 plus 16 sur 2, de 8. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On est loin de la réalité. Et on s'approche. Je pense que 8, c'est loin, mais c'est plus proche que le 0. Alors, je pense que vous avez compris, je vais ajouter un troisième cas. Supposons que je prends un échantillon de 3 étudiants, de taille 3. Je tombe sur le 0, et je tombe sur 2 notes normales, par exemple le 16 et le 18.
Alors la moyenne, 0 plus 16 plus 18, 34 sur 3, 11,33. Qu'est-ce que ça veut dire? On est loin de la réalité, mais on s'approche un peu plus. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que fait le zéro? Mais maintenant, je ne vais pas parler de zéro, je vais parler de façon générale. Que font les données aberrantes? Les données anormales, les données aberrantes, qu'est-ce qu'ils font? Nous, donc, ou bien influents les résultats. Ils ont une influence. C'est quoi cette influence? Elle nous éloigne de la réalité. Exactement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on augmente la taille d'échantillon, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, supposons à la place de 3 étudiants, je prends 20 étudiants. Le zéro n'aura pratiquement aucune influence. C'est bon? Leur influence diminue. Et si leur influence diminue, on s'approche de la réalité. Alors maintenant, si vous n'avez pas de zéro, vous avez que des notes normales. Est-ce que j'ai besoin de prendre un grand échantillon pour m'approcher de la réalité? Je n'ai pas besoin. Un petit échantillon peut m'approcher de la réalité. Mais si j'ai des données aberrantes comme le zéro, je suis obligé d'augmenter la taille de l'échantillon. Je récapitule. S'il y a des données aberrantes, alors ici on va dire, c'est ce qu'on appelle une loi inconnue. Ça veut dire que ce n'est pas une loi normale. Peu importe la loi, mais ce n'est pas une loi normale. On doit alors augmenter ou bien diminuer la taille de l'échantillon. On doit augmenter la taille de l'échantillon. Alors pourquoi il faut augmenter la taille de l'échantillon? Parce qu'il y a un risque. C'est quoi ce risque? Il y a le risque d'avoir dans l'échantillon les données aberrantes. Et que feront les données aberrantes? Ils vont m'éloigner de la réalité. Maintenant, le contraire. S'il n'y a pas de données aberrantes, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a une loi normale. Alors dans ce cas, on doit augmenter la taille d'échantillon. Non, dans ce cas, on peut diminuer la taille d'échantillon. Alors, vous avez compris pourquoi cette question de normalité elle est très importante. Parce que lorsque je sais que tout est normal, je peux me permettre de baisser la taille de l'échantillon. Sinon, je serai dans l'obligation d'augmenter la taille de l'échantillon. Alors, si je veux communiquer avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est que la loi normale, etc. Supposons que je fais une enquête, un sondage auprès de la clientèle d'une entreprise. L'entreprise va me donner la base de sondage, c'est-à-dire le fichier de tous ses clients. Alors, je vais lui poser une question. Je vais lui dire, écoutez, je peux interroger n'importe quel client. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Alors, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que tout est normal et je peux baisser la taille d'échantillon. Supposons, il me dit, d'accord, mais s'il vous plaît, le client X et le client Y sont des clients particuliers. Est-ce que je vais demander pourquoi? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je comprends, c'est que le client X et le client Y ne ressemblent pas aux autres clients. Et donc, ils ne reflètent pas la réalité des clients.
Et s'ils sont choisis, ils vont m'éloigner de la réalité. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas les éliminer parce qu'ils font partie de la population. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois augmenter la taille d'échantillon. Je vais prendre beaucoup de clients. Comme ça, si les clients X et Y sont choisis, leur influence va être minime. Donc voilà pour le deuxième facteur. J'ai dit que la taille d'échantillon dépend de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la marge d'erreur tolérée et le degré de confiance. Le deuxième facteur, c'est la normalité de la population. Le dernier facteur, nature de l'information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nature? Ça veut dire, est-ce qu'elle est qualitative ou quantitative? Est-ce qu'elle est qualitative ou quantitative? Alors, vous savez ce qu'est la différence entre le qualitatif et le quantitatif. Mais pourquoi il faut faire cette distinction dans la taille d'échantillon? Alors, je prends un exemple. Supposons que j'étudie les dépenses des ménages. C'est du qualitatif ou bien du quantitatif? Je demande à un ménage. Quantitatif. Bien sûr. Je demande à un ménage, le ménage 1. Je lui pose la question, vous dépensez combien? Il répond 6 000 dirhams, par exemple. Vous remarquez, il va répondre par un nombre, c'est quantitatif. Je lui pose la question à un deuxième ménage, ménage 2. Je lui dis, vous dépensez combien? Il me dit 4 000 dirhams. C'est toujours du quantitatif. Maintenant, pour résumer ces deux informations, qu'est-ce que je calcule? La moyenne. La moyenne, 6 000 plus 4 000, 10 000 sur 2, 5 000 dirhams par ménage. Je pense que c'est très simple. Alors, je change d'information. Satisfaction des clients. Je pose la question à un client 1. Êtes-vous satisfait? Qu'est-ce qu'il va répondre? Oui ou non? Donc, supposons qu'il a répondu oui. Donc, c'est qualitatif. Donc, les dépenses des ménages, c'est quantitatif. Par contre, la satisfaction des clients, vous avez compris, c'est qualitatif. Alors, le client 1, il a dit oui. Je pose la question à un client 2. Êtes-vous satisfait? Il a répondu non. Maintenant, si je veux résumer les deux clients, qu'est-ce que je vais calculer? Est-ce que je vais calculer une moyenne? Bien sûr, ça n'a pas de sens, parce que c'est qualitatif. Ce n'est pas 8 plus non sur 2. Donc, il n'y a pas de moyenne. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une proportion. Donc, lorsqu'il s'agit du quantitatif, on calcule une moyenne. Et lorsqu'il s'agit de qualitatif, on calcule une proportion. Alors, quelle est la proportion ici? Quel est le taux de satisfaction? Combien sont satisfaits? 50-50. Alors, 50% exactement des clients sont satisfaits. Oui, mais cette phrase, elle est un peu... C'est pas vraiment très... Voilà. Regardez, si je dis à quelqu'un de l'extérieur, je lui dis 50% des clients sont satisfaits. Est-ce qu'il peut imaginer que c'est 50% de deux clients? Bien sûr, non. 50% des clients sont satisfaits, automatiquement, il va penser à
Beaucoup de clients, pas à 2. Alors, vous avez compris que dans le cas d'une proportion, alors, dans le cas d'une proportion, on doit augmenter la taille d'échantillon. Donc, vous remarquez, je ne peux pas calculer une proportion pour 2, mais je peux calculer une moyenne pour 2, pas de problème. Par contre, dans le cas d'une moyenne, on peut diminuer la taille d'échantillon. Alors, là aussi, j'ai besoin de cette information. Donc, si je récapitule les 3 facteurs, pour calculer la taille d'échantillon, j'ai besoin de la marge d'erreur tolérée. Si vous me donnez une petite marge, j'augmente la taille d'échantillon. J'ai besoin du degré de confiance. Si vous me donnez un grand degré de confiance, j'augmente la taille d'échantillon. J'ai besoin de la normalité. Si vous me dites tout est normal, je baisse la taille d'échantillon. Si vous me dites il y a des données aberrantes, j'augmente la taille d'échantillon. Je vous demande quelle est la nature de l'information. Si vous me dites c'est du qualitatif, donc proportion, je peux baisser la taille d'échantillon. Si vous me dites c'est qualitatif, pardon, si vous me dites que c'est quantitatif, c'est la moyenne, je peux baisser la taille d'échantillon. Si vous me dites c'est qualitatif, c'est la proportion, j'augmente la taille de l'échantillon. Donc maintenant, je peux arriver aux formules. Vous remarquez, je ne voulais pas vous donner directement les formules. J'ai essayé de, tout d'abord, de vous donner les logiques. Maintenant, j'arrive aux formules. Alors, je vais mettre les formules sur un tableau. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Donc, on cherche à calculer la taille de l'échantillon. Donc, taille de l'échantillon. Alors, pour calculer la taille de l'échantillon, on a besoin de quoi? Première chose, on a besoin de quoi? On a besoin de la population. Non. Donc, depuis le début, ce que je viens de dire, si vous voulez calculer la taille de l'échantillon, qu'est-ce qu'on doit fixer? La marge d'erreur. Exactement. La marge d'erreur tolérée. C'est-à-dire, comment on la note, la marge d'erreur tolérée? Epsilon. Alors attention, dans les formules, on ne va pas écrire marge d'erreur tolérée. On va mettre epsilon. C'est pour ça que je donne des notations. Alors, on aura besoin aussi, pas uniquement de la marge d'erreur tolérée, on aura besoin aussi La marge du Degré de confiance. degré de confiance. Degré de confiance. Le degré de confiance, c'est-à-dire 1 moins alpha. Moins alpha. Alors, c'est-à-dire le 1 moins alpha. Je vais le mettre avec des notations. Donc, le 1 moins alpha. Ou bien, pour le degré de confiance, ou le risque d'erreur alpha. Ou bien le risque d'erreur alpha. Donc, c'est la même chose. Soit le risque d'erreur alpha, soit le degré de confiance 1 moins alpha. Voilà.
C'est bon? C'est la première chose. Alors, la deuxième chose. J'ai besoin de quoi? La normalité de la population. La normalité De la population. Le micro. Ça, il faut de bruit. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui souhaite intervenir, il n'a qu'à désactiver son micro. Alors, j'ai deux situations. Soit la situation loi inconnue. Qu'est-ce que ça veut dire loi inconnue? Ça veut dire il y a des données aberrantes. Aberrante. Exactement. Bon, ça c'est la première situation. Donc, lorsque je calcule la taille d'échantillon, je répète, je me pose une première question. À quoi est égal epsilon? À quoi est égal 1 moins alpha? Après, je me pose une deuxième question. Est-ce qu'il y a des données aberrantes ou bien tout est normal? S'il y a des données aberrantes, c'est loi inconnue. S'il n'y a pas de données aberrantes, c'est loi normale. Alors, loi normale, ça veut dire pas de données aberrantes. Voilà. Alors après, je fais une autre distinction entre quoi et quoi? Est-ce que c'est un problème de moyenne, c'est-à-dire quantitatif, ou bien est-ce que c'est un problème de proportion? Qualitatif. Qualitatif. Quantitatif ou qualitatif? Alors, je n'ai pas besoin d'écrire quantitatif, qualitatif. Vous avez compris, lorsque je dis moyenne, c'est quantitatif. Lorsque je dis proportion, c'est aussi Qualitatif. Alors, la même chose ici. Pour le cas de la loi normale, est-ce qu'il s'agit d'un problème de moyenne? Bien. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de proportion? Alors, maintenant, juste pour la loi normale, on va faire une autre distinction. J'ai pas encore je n'ai pas encore parlé. Ici, on va faire une distinction. Alors, cette distinction, vous la connaissez. Je vais expliquer dans les lois de probabilité. Alors, dans le cas de la loi normale, on distingue deux cas. En question ces deux cas, on distingue le cas de l'indépendance et le cas de dépendance. Vous vous rappelez, lorsque j'ai présenté ça, vous vous rappelez de la loi binomiale et la loi hypergéométrique. Alors, quand est-ce qu'on va parler d'indépendance? Quand est-ce qu'on a l'indépendance? C'est lorsque vous avez une population infinie. Ou bien une population finie, mais avec remise. C'est-à-dire, alors, vous êtes combien maintenant? Alors, vous êtes 60 étudiants. Vous êtes fini ou bien infini? 60. Vous êtes fini ou bien infini? Alors, Fini. supposons, je choisis des étudiants parmi vous. Je fais un premier tirage. Avec remise, je choisis l'étudiant. Je le remets. Je fais un deuxième tirage. Je le remets. Un troisième tirage. Je le remets. Je peux faire combien de tirages? Une infinité de tirages. C'est bon? Donc, vous n'êtes plus fini. Vous êtes infini. Vous n'êtes pas 60. Vous êtes infini. Maintenant, je fais des tirages sans remise. Je choisis un étudiant, je choisis un deuxième étudiant,
je choisis un troisième étudiant, je peux faire combien de tirages? 60. Jusqu'à 60. Donc, vous êtes... Donc, finalement, la dépendance, un seul cas. Lequel? C'est le cas d'une population finie, sans remise. Alors, dans ce cas, c'est ce qu'on dit, échantillon exhaustif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exhaustif? Alors, ça veut dire que vous êtes 60, je choisis. À un certain moment, il n'y a plus rien à choisir. J'ai tout choisi. C'est exhaustif, complet. Par contre, lorsque je suis ici, est-ce que je peux m'arrêter? Je peux choisir. Je ne peux jamais m'arrêter. C'est infini. Donc, ça ne va pas être fini, complet. Donc, on va dire c'est un échantillon non exhaustif. Alors, si vous rencontrez le mot échantillon non exhaustif, vous allez comprendre que c'est des tirages dans une population finie, mais avec remise. Si on vous dit on a choisi un échantillon exhaustif, il faut comprendre que c'est un échantillon des tirages dans une population finie, mais sans remise. Donc ça veut dire ici, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter indépendance et ici, dépendance. C'est la même chose dans le cas de la proportion. Indépendance et dépendance. C'est bon? Donc, en final, on a combien de cas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai besoin de 6 formules. 6 formules. Alors, dans toutes les formules, j'aurai epsilon et j'aurai le alpha ou bien le 1 moins alpha. Alors, dans le cas de la loi inconnue, toutes les formules de la loi inconnue, vous aurez toujours alpha. Alors, je vais les mettre en rouge. Alors, lorsque vous passez de la loi inconnue à la loi normale, il suffit dans les formules de remplacer alpha par quelque chose. Comment on note la loi normale? Ce qu'on a vu la semaine dernière. La loi normale. Quelle est la lettre qu'on utilise? X. Non, pas X. La loi normale, la table de la loi normale. Exactement. Z. Z, Oui, Z. Z. Alors, mais pour trouver la valeur dans la table, qu'est-ce qu'il me faut? Si je vous dis, donnez-moi Z dans la table, vous allez me dire quel Z? Donc, ça veut dire on aura besoin de Z, sauf ici, c'est un Z au carré, et on aura besoin de la probabilité, c'est 1 moins alpha sur 2. Donc, 1 moins alpha sur 2. Alors, je vais le mettre aussi en rouge. Alors, ça veut dire, je récapitule, lorsque vous passez d'une formule de la loi inconnue, vous allez avoir alpha. Lorsque vous passez vers la loi normale, vous remplacez alpha par z au carré. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit de moyenne, on va utiliser... Alors, quel est le paramètre qui est toujours lié à la moyenne? Lorsqu'on parle de moyenne, le paramètre qui est lié à la moyenne, c'est La population. les quarts-types au carré. On va prendre les quarts-types au carré. Donc, chaque fois que vous avez la moyenne, automatiquement, vous aurez les quarts-types au carré. Alors, si on a la proportion, alors pour une proportion,
P, Q. Vous vous rappelez, succès, échec. Est-ce que c'est du qualitatif? Oui, non. La satisfaction, on a dit? Oui, non. Donc, je récapitule. Chaque fois qu'il s'agit d'un problème de moyens, vous aurez l'écart type au carré, PQ, pour la proportion. Donc, on va mettre la même chose ici. Pour la moyenne, j'aurai l'écart type au carré. Et pour la proportion, j'aurai P fois Q. Alors maintenant, indépendance, ça veut dire la population est infinie. Oui, mais la dépendance, la population, elle est finie. Qu'est-ce que ça veut dire elle est finie? Ça veut dire il y a grand N. C'est bon? Il y a grand N. Pour l'indépendance, il n'y a pas grand N. Lorsqu'il y a dépendance, il y a grand N. Je rappelle pourquoi il y a grand N, parce que on a dit c'est une population finie. Alors ça, c'est une façon pour vous faire retenir un peu les formules. C'est bon? Alors maintenant, lorsque vous êtes dans le cas d'une loi inconnue et dans le cas quantitatif, la formule que vous devez utiliser, voici le chapitre. Tout est dans le chapitre. Bien sûr, le but de cours, c'est de ne pas lire le polycope. Le polycope, vous pouvez le lire vous-même. Tout ça, c'est expliqué. Vous avez des démonstrations, vous avez des formules. Alors, voici la formule. Alors, n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, est égale à l'écart type au carré sur epsilon au carré, je vais éliminer n, à alpha. C'est bon? Donc voici la première formule. Alors, si je vous dis cette formule, alors donnez-moi cette formule. Est-ce que quelqu'un peut lire cette formule? Je suis toujours dans la loi inconnue, donc ça sera toujours alpha. Donc je ne vais pas changer le alpha. Mais c'était la moyenne, maintenant ça devient proportion. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer. Donc il y a tout Dénominateur. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer l'écart type au carré, je vais le remplacer par quoi? Par P. Voilà. Voilà. Maintenant, je viens ici. C'est la moyenne. C'est comme ici. Mais c'est la loi normale. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que je vais changer ici? Alpha. Alors, je vais éliminer alpha. Je vais changer alpha par quoi? Z carré. Z au carré. C'est bon? Z au carré. 1 moins alpha sur 2. Donc, sauf, ça va être en haut. Ça, l'écart type au carré. Alors, pourquoi en haut? En haut, parce que c'est le degré de confiance. C'est 1 moins alpha sur 2 et non pas alpha. Alors maintenant, je viens ici. Qu'est-ce qui va changer ici? Je vais changer quelque chose. Je ne vais pas changer. Alors, j'étais là. Tu vois? Je suis là. Je passe à ici. Est-ce que je vais changer l'écart type au carré? Non, parce que je suis toujours dans la moyenne. Est-ce que je vais changer Z? Bien sûr, non. Je suis toujours dans la loi normale. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais introduire... Non, on va ajouter le grand N. C'est bon? Oui. Il y a le grand N qui va apparaître. Il y a le grand N qui va apparaître. Donc, ça veut dire, ici, on va mettre, alors, fois, grand N.
Remarquez ici, il n'y a pas de grand N parce que la population est finie. Alors, divisé par epsilon au carré fois grand N plus, et on répète, Z au carré fois l'écart type au carré. Ici. Et voilà la formule. Alors, maintenant, je suppose, vous pouvez écrire les deux dernières formules qui restent. Alors, cette formule, laquelle? C'est la même chose que l'indépendance, c'est la même chose qu'ici. On va remplacer l'écart type carré par PQ. On va remplacer exactement l'écart type carré par PQ. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la loi normale, donc le Z ne va pas changer. Mais On ça est dit toujours dans l'indépendance, donc il n'y aura pas de grand N, mais on est passé de la moyenne vers la proportion, donc ça devient P. Q. Alors je vais ajouter fois Q. Alors il reste la dernière formule. Alors la dernière formule c'est toujours la loi normale, toujours la proportion, mais ça devient la dépendance. Donc, qu'est-ce que je vais changer? Donc, je vais prendre cette formule, elle ressemble à ça, parce que c'est la dépendance. Sauf c'est la dépendance, non pas de la moyenne, mais de la proportion. Donc, je vais changer ça. Je vais changer l'écart type au carré par P par Q. Et la même chose ici, l'écart type au carré par P par Q. Et voilà, je vous ai donné tous les cas possibles. Alors, j'essaie juste d'ajuster la dernière, comme ça. Alors, je vais l'arranger après. Alors, voilà, si vous voulez calculer la taille d'échantillon, c'est très simple. Vous devez tout simplement choisir une formule parmi ces 6 formules, avec 2 remarques très importantes. Alors, c'est quoi la première remarque? Alors, si je fais une étude auprès de la population marocaine, alors à quoi est égal grand N, la taille de la population? Disons à peu près 40 millions. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, monsieur, oui, grand N c'est 40 millions. Oui, mais 40 millions c'est très grand. Ça veut dire une population de taille très grande. Qu'est-ce que ça veut dire très grande? Ça veut dire qu'on peut dire qu'elle est infinie. C'est très très grand. Alors, dans ce cas, peut-être considéré comme normal. Considéré comme normal. Alors, c'est-à-dire, lorsque vous avez une grande population, une population infinie, on va pas se poser la question, est-ce que c'est la loi inconnue ou bien la loi normale? On va aller directement vers la loi normale. On va aller de ce côté. Par contre, si la population est une petite population, alors là, il faut se poser la question, est-ce que c'est une loi inconnue ou bien une loi normale? Deuxième remarque. Alors, la deuxième remarque, dans le cas d'une proportion, lorsqu'il s'agit d'une proportion, dans le cas d'une proportion. Normalement, pour faire les calculs, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut P et Q. Donc, à quoi est égal P? Alors, P, on va prendre P égale 0,5 si vous n'avez aucune
information. Pourquoi 0,5 si vous n'avez aucune information? Alors, supposons, j'ai rencontré quelqu'un que je n'ai jamais vu, je ne le connais pas du tout. Et on m'a posé la question, est-ce que cette personne, est-ce qu'il va être d'accord ou pas? J'ai dit, mais j'en sais rien. Ils vont me dire, écoutez, vous êtes obligé de répondre par oui ou non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre au pif. Je dis par exemple non, au pif. Quelle est la probabilité que je tombe sur la bonne réponse? Bien sûr, c'est 50. Maintenant, supposons que la personne, je la connais très bien. C'est un ami que je connais très bien. Et on me pose la question, est-ce que votre ami va être d'accord? Alors, dans ce cas, je ne vais pas répondre au pif. Puisque c'est un ami, je le connais, j'ai des informations. Alors, je vais utiliser les informations que je connais pour répondre. Et donc, je vais dire, je pense qu'il va être d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je pense? Ce n'est pas du 50-50. C'est 60%, 40%. 30, 70, 30, 80, 20. En fonction, plus je connais la personne, plus je peux répondre. Donc, P égale 0,5 si vous n'avez aucune information. Sinon, P égale à l'information que vous avez. Information disponible. Voilà. Donc, voici les deux remarques. Donc, avec ces deux remarques, vous pouvez, bien sûr, appliquer ce tableau de formule. Donc, voilà, vous avez tous les cas pour calculer la taille de l'échantillon. Alors, on fera des exercices par la suite, mais je peux prendre un exercice du cours. Comme ça, on peut illustrer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, je prends, à la fin du chapitre, vous avez une série d'exercices. Alors, je prends un exercice. Donc, par exemple, je prends... Donc, vous avez une série, je pense, de 20 exercices. Donc, il y a assez d'exercices pour travailler. Alors, je prends cet exercice, ce petit exercice, l'exercice 10. Exercice 10. Alors, je lis l'exercice. Bien sûr, ici, on est dans le cours, on est dans le chapitre échantillonnage, on est dans la partie taille d'échantillon. Vous savez, c'est quelle partie du cours? Vous le savez. Mais, en lisant l'énoncé, alors, dans le but d'étudier l'intention d'achat d'un produit, on décide de réaliser un sondage. Combien de personnes doit-on interroger pour que la fréquence empirique ne s'éloigne pas de la vraie proportion de 1%, et ce avec une probabilité au moins égale à 95%. Alors, lorsque je lis l'énoncé, automatiquement, je répète, supposons on a fini le cours, par exemple à l'examen. Je me dis, cet exercice, il traite de quelle partie? Échantillonnage ou estimation ou test statistique? On nous a dit un sondage, combien de personnes doit-on interroger? Ah, automatiquement, c'est clair, c'est la partie échantillonnage. Je me pose une autre question. Dans la partie échantillonnage, est-ce que c'est un problème de taille d'échantillon, de méthode d'échantillonnage ou de distribution d'échantillonnage? Lorsque je regarde la question, combien de personnes doit-on interroger? Donc, il s'agit d'un problème de taille d'échantillon. Donc ici, je me dis, cet exercice, c'est un exercice sur la taille de l'échantillon. Alors ici, je vous explique un peu la démarche pour résoudre un exercice. Alors maintenant, je dis, que dit le cours sur la taille d'échantillon? Que dit le cours sur la taille d'échantillon? Voici ce que dit le cours. Le cours, il me dit que pour calculer la taille d'échantillon, il faut choisir une formule parmi les 6 formules qui existent ici. Il y en a 6. Alors laquelle? Bien sûr, je lis l'énoncé, ça dépend de l'énoncé. Que dit l'énoncé? Dans le but d'étudier l'intention d'achat. Je me dis, c'est quoi l'intention d'achat? Intention d'achat. Je dis l'intention d'achat. Si je pose la question à quelqu'un, avez-vous l'intention d'achat
Avez-vous l'intention d'acheter le produit? Qu'est-ce qu'il va répondre? Oui ou non? Donc, je conclus que c'est du qualitatif. C'est-à-dire, Proportion. exactement, c'est-à-dire proportion. Vous remarquez, je suis en train d'aller vers les formules. Donc déjà, je vais exclure les formules de la moyenne. Alors, les formules de la proportion, il me reste 3 formules. Je regarde. Je vais poser la question à qui? C'est quoi la population? Normalement, l'achat du produit, c'est la population des consommateurs. Et c'est qui la population des consommateurs? Normalement, elle est très grande. Les consommateurs. Je ne pense pas que quelqu'un a le fichier des consommateurs. C'est des millions de consommateurs. S'il est très grande, donc, qu'est-ce qu'on va dire? La remarque. Donc, Infini. infini. Donc, très grande. En fait, très grande, c'est-à-dire, je vais mettre entre parenthèses infini. Donc, infini. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on peut la considérer comme normale. C'est bon? C'est la dernière remarque. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais vers le tableau. Alors, c'est quelle formule? Je regarde. Je vais venir ici dans la partie loi normale. Je vais venir ici dans la partie proportion. Et je vais venir ici l'indépendance, parce que la population est infinie. D'ailleurs, je ne peux pas me tromper, parce que dans l'exercice, je n'ai pas grand N, parce que c'est une population infinie. Et je prends cette formule. Donc voilà, j'ai trouvé la formule qu'il faut utiliser. Alors maintenant, pour utiliser cette formule, il me faut les paramètres de cette formule. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut Z. Pour avoir Z, il faut alpha, il faut P, il faut Q, il faut epsilon. Je regarde l'exercice. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Combien de personnes doit-on interroger pour que la fréquence empirique ne s'éloigne pas de la vraie proportion de 1%? Ça, c'est quoi? C'est epsilon. Ne s'éloigne pas de la vraie proportion. Ça veut dire, c'est je peux m'éloigner de la réalité de combien? Jusqu'à 1%, 0,01. Donc, c'est une marge d'erreur. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Avec une probabilité en moins égale à 95%. Alors ça, c'est quoi? Probabilité. Donc la probabilité, il y a soit le degré de confiance, soit le risque d'erreur. 95%, c'est un degré de confiance ou bien un risque d'erreur? Degré de confiance. Pourquoi? Parce que c'est grand. Parce que c'est grand. Donc 1 moins alpha égale 0,95. Alors, si 1 moins alpha égale 0,95, je conclus que alpha égale 0,05. 0,5. Voilà. 0,05. Alors voilà, c'est fini. Donc, pour faire les calculs epsilon, je l'ai, mais j'ai besoin de Z. Où est-ce qu'on trouve Z? La table. La table. Alors, j'ai besoin de Z, de 1 moins alpha sur 2. Alors, c'est-à-dire, Z de quoi? Z, à quoi égale 1 moins alpha sur 2? Il suffit de prendre la calculatrice. C'est 1 moins 0,05 sur 2. 1 moins 0,05 sur 2, ça fait 0,975. Alors ça, je vais aller dans la table statistique. Vous savez lire la table, je vous ai montré comment lire la table. Et je trouve 1,96. Bon. Alors, est-ce que je peux faire les calculs? Ici, je vais ajouter n égale, parce que c'est la taille de l'échantillon. Est-ce que je peux faire les calculs ou bien il me manque quelque chose? Il me manque P. À quoi est égal P? Regardez dans l'énoncé. 0,5. Exactement. Je n'ai aucune information dans l'énoncé.
Et on vous a dit que lorsque vous n'avez aucune information, T égale 0,5. À quoi est égal Q? Hein? Moins P. C'est-à-dire égal aussi 0,5. Voilà. Et maintenant, je pense que tout est... J'ai toutes les données. Donc, je peux remplacer. Donc, était n égale. Alors, z au carré, c'est 1,96 au carré. Fois p, c'est-à-dire fois 0,5. Fois q, c'est-à-dire fois 0,5. Sur epsilon au carré, c'est-à-dire 0,01 au carré. Et voilà, avec la calculatrice, vous allez trouver 9604. Donc, ça, c'est un exemple qui illustre un peu comment on peut calculer la taille de l'échantillon. Alors, le plan de ce chapitre, la taille d'échantillon, méthode d'échantillonnage, distribution d'échantillonnage. Donc voilà, j'ai fini la partie, la taille de l'échantillon. Bien sûr, j'ai fini l'explication, mais je vous conseille de lire le support de cours pour bien voir toutes ces formules, d'où ils viennent. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens d'expliquer? Alors, s'il n'y a pas de questions, je peux arrêter la réunion et donc prenez soin de vous et à la prochaine séance. OK? Merci, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Merci, monsieur. Voilà, je vous en prie. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi pour votre attention. Merci. Je vous en prie.